Donc bonjour à tous. Je prends le relais. Tout d'abord, donc je vais me présenter. Martin Vigroux, je suis chef de projet au département Pierre naturelle du CTMNC. Sur les 25-30 prochaines minutes, donc je vais revenir donc sur un projet qui vient de se clôturer, un projet donc de recherche et de développement, mais avec visée applicative directe pour la profession, et qui concerne donc le comportement au feu de la maçonnerie en pierre calcaire. Donc déjà, quelques éléments de contexte par rapport à ce projet. Donc le projet a bénéficié d'un financement ANR et a démarré fin 2020 et a duré 4 grosses années. Naturellement, enfin, vous pouvez cerner un petit peu le contexte quelques mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et donc, comme je vous le disais, on a pu bénéficier d'un financement ANR pour travailler donc, sur ce sujet à la fois complexe, mais qui était assez peu fourni techniquement, scientifiquement. Et donc, plusieurs partenaires, donc, vous les voyez à l'écran. Donc, le CSTB, donc nous-mêmes, département Pierre naturelle du CTMNC, le LRMH, qui est le laboratoire donc, sous l'égide du ministère de la Culture qui est en charge des monuments historiques. Deux laboratoires universitaires, donc des universités d'Orléans et le CY Cergy Paris Université. Et pour terminer, donc, il y avait aussi donc, Polycor France, Rocamat, qui était partie prenante de ce projet. Donc, à travers ma présentation là sur les 20 minutes, donc j'ai essayé un petit peu de revenir sur des faits marquants sur ces 4 années de projet. L'idée n'étant pas de rentrer en détail sur des résultats trop techniques, trop scientifiques, mais c'est de vous donner un petit aperçu de quelle a été notre réflexion lorsqu'on a monté ce projet, de qu'est-ce qu'on a pu faire, sur quelles échelles on a travaillé, quels étaient les types de matériaux qui étaient investigués, et surtout le but donc, de cette présentation, c'est de faire un focus, un gros focus donc, sur la réglementation incendie qui est applicable en France, et c'est de voir avec vous donc de façon vraiment pratico-pratique, de façon concrète, qu'est-ce que ce projet a permis d'apporter comme réponse pour satisfaire donc, à la réglementation incendie applicable en France et qui vise donc la maçonnerie. Donc, avant de rentrer en détail, donc, on a adopté donc, une méthode, on va dire, couplée expérimentale et numérique. Sur la partie expérimentale, donc, on est parti de l'échelle locale, de l'échelle matériaux. Donc, on a cherché tout d'abord à investiguer à l'échelle donc, des mortiers de montage et des pierres calcaires. Est-ce que déjà donc, on avait potentiellement des différences de comportement vis-à-vis donc, d'une élévation de température? Est-ce qu'on avait des phénomènes qui sont généralisables ou au contraire on était capable d'identifier des propriétés, des paramètres matériaux qui vont tendre à avoir un comportement plus ou moins sensible ou résistant aux hautes températures. Donc, dans le cadre de ce projet, donc, on a caractérisé à cette échelle matériaux donc, 13 pierres calcaires, toutes françaises. Je vais vous les présenter sur la diapositive suivante. On s'est intéressé aussi au cours de cette étude à 3 formulations de mortier. Parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce projet en fait s'inscrivait dans 2 volets. À la fois un volet, on va dire, patrimonial, du bâti en pierre calcaire déjà existant qui serait soumis à un incendie, mais aussi donc de viser, on va dire, la construction contemporaine avec des matériaux neufs dans un contexte, on va dire, réglementaire qui est existant. Et donc tout ça pour vous dire que sur les mortiers, pourquoi 3 formulations de mortiers? À la fois pour répondre on va dire à la compatibilité des mortiers avec les différentes classes de résistance mécanique des pierres, mais aussi donc tout simplement parce qu'il y a une différence, on va dire, entre des mortiers contemporains utilisés aujourd'hui, type NHL 3.5 et conformes au DTU 20.1, on va dire, alors que sur le patrimoine bâti, on va surtout retrouver des mortiers à la chaux type davantage NHL2. Donc c'était
aussi pourquoi on s'est attardé sur ces différentes natures de mortier, c'est de pouvoir répondre et avoir des résultats qui satisfassent à la fois au patrimoine bâti historique, mais aussi à la construction contemporaine. Pourquoi 13 pierres? Forcément, c'était un projet quand même qui d'envergure ou qui a duré pendant 4 grosses années. Donc l'idée, c'était pas de se retrouver à la fin du projet en se disant ok, on a étudié 1, 2 pierres, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur les autres natures de pierres calcaires? Est-ce qu'on doit s'attendre au même résultat ou au contraire, il peut y avoir des subtilités? D'où ce corpus d'études assez large. Donc, à travers différents laboratoires, donc on a caractérisé ces éléments constitutifs de la maçonnerie. On a eu aussi une échelle un peu plus importante d'assemblage où on a construit des petites maquettes qui pouvaient aller du mètre carré jusqu'au demi-mètre carré avec des essais spécifiques d'exposition à des scénarios d'incendie et pour s'intéresser d'un point de vue scientifique à des questions du genre comment la fissuration opère, comment elle va se développer au cours du temps, est-ce qu'après tant de minutes de chauffage, est-ce qu'on est sur une proportion relativement fine de l'épaisseur qui va être endommagée, quel niveau d'altération, qu'est-ce qui se passe par la suite. C'était un petit peu déjà pour avoir un premier retour sur les phénomènes mis en jeu donc de l'élément de maçonnerie, non plus de l'échelle locale, mais à l'échelle de maçonnerie. La dernière étape donc, a été tout à droite, l'échelle structurale, donc de réaliser des essais de résistance au feu normalisés. Donc, tous ces essais ont été réalisés au CSTB, qui est un laboratoire feu agréé et qui dispose donc de tous les bâtis et tous les dispositifs spécifiques pour ce genre d'essais. Et je vais, de toute façon, dans quelques instants, revenir en images un petit peu. Vous allez comprendre davantage sur comment fonctionnent ces essais, comment on doit interpréter les résultats et les mettre aussi en lien avec la réglementation incendie. Donc, il y a quelques instants, je vous ai dit qu'on avait 13 pierres calcaires, donc toutes issues de carrières françaises. Donc, sans rentrer dans les détails, mais un petit peu pour vous donner la philosophie et quels étaient les critères de choix de ces pierres. L'idée était de pouvoir balayer, on va dire, d'avoir un panel qui est le plus représentatif de toutes les pierres calcaires que l'on peut retrouver en France. Donc, à titre d'information, on était sur des pierres, on va dire, assez dures qui pouvaient frôler les 10% de porosité, mais aller jusqu'à des pierres à quasi 45% de porosité, en l'occurrence le tuffeau. Forcément, ça impliquait de se positionner sur les 3 grandes classes de résistance mécanique des pierres, les pierres tendres, les pierres fermes et les pierres dures. On avait pour les plus faibles des compressions qui se situaient légèrement supérieures aux 5 MPa et on allait dans le cas de la pierre la plus dure jusqu'à quasi 80 MPa. Et naturellement, pareil en termes de propriétés liées aux propriétés thermiques, mais aussi de comportement en l'eau, on avait des conductivités qui balayaient, qui démarraient de 0,7, 0,8 jusqu'à quasi 2,5 et avec des coefficients de capillarité proches de 0 et allant donc jusqu'à plusieurs centaines de grammes par mètre carré seconde moins 1. En termes de composition minéralogique aussi, donc on est sur naturellement, donc je vous l'ai dit, les 13 pierres, le projet s'intéressait uniquement à de la pierre calcaire. Néanmoins, pierre calcaire, vous savez, on peut être en présence à la fois de pierres calcaires qui vont être quasi pures et qui vont être composées uniquement de calcite, de carbonate de calcium, tout comme on peut être en présence de pierres avec des minéraux secondaires, des minéraux accessoires avec différentes natures de quartz. Et forcément, ça, c'était aussi un critère important parce qu'on s'en doutait et on l'a remarqué donc, au cours de ce projet que la nature minéralogique des pierres calcaires influe fortement sur le comportement à l'échelle locale de la pierre. Parce qu'il faut imaginer un petit peu donc, une pierre
totalement composé de calcite. À l'échelle du grain de calcite, il y a un comportement en fonction de l'élévation de la température. Néanmoins, si vous êtes sur un matériau qui va contenir plusieurs minéraux qui eux-mêmes peuvent présenter des comportements face à une élévation de température différente, vous pouvez imaginer donc assez facilement imaginer que vous allez avoir des problèmes de compatibilité, de déformation, de potentielle fissuration de la matière. Donc, tout comme Mélanie l'a présenté il y a quelques instants, tout ce que je vous dis aujourd'hui sera trouvé donc, à travers un guide de synthèse, de préconisation, de recommandations, et qui se veut un petit peu la version allégée de ces 4 ans de recherche, et surtout avec une volonté assez forte. Bon, naturellement, vous allez retrouver, on va dire, des éléments un petit peu techniques, un petit peu scientifiques, mais c'est surtout l'appropriation pour les personnes, enfin pour les acteurs, tous les acteurs qui pourraient être amenés à travailler sur un projet en construction en pierre calcaire ou des bureaux d'études, matériaux spécialisés dans un diagnostic post-incendie d'un ouvrage qui aurait subi un incendie. Vous allez retrouver donc des recommandations dans ce guide. Et donc, comme je viens de le dire, voilà, c'est un petit peu de répondre à ces questions. 4 ans de recherche, beaucoup de résultats, beaucoup de partenaires impliqués, mais c'est comment on peut transposer et à la profession et rendre ces éléments utiles et pratiques pour les acteurs. Donc, sans rentrer dans les détails, mais dans ce guide qui fait une 40aine de pages, vous allez avoir, hormis intro, conclusion, 4 chapitres. Le chapitre numéro 2, c'est un petit peu ce que je viens de vous présenter. Je reviens un petit peu en détail sur les natures de pierres qui ont été sélectionnées et qui ont été étudiées au cours de ce projet. Le chapitre 3, ça revient en détail sur concrètement quelle a été la stratégie au cours de ce projet, la stratégie opérationnelle, et qu'est-ce qui a été réalisé sur les différentes échelles d'un point de vue expérimental, mais aussi sur la partie modélisation et simulation numérique. Et les chapitres 4 et 5, donc, qui vont viser les 2 scopes qui étaient identifiés lors du montage de ce projet. Donc, comme je vous ai dit, le chapitre 4, lui, qui va davantage viser, on va dire, le patrimoine bâti qui pourrait subir un incendie. Et c'est typiquement le cas de Notre-Dame, alors certes qui était un cas on va dire assez exceptionnel, mais il y a beaucoup de monuments historiques, de patrimoine en pierre calcaire qui peut subir un incendie de plus ou moins grande ampleur. C'est de se dire, on va prendre ce guide et concrètement comment on peut être guidé, quelles sont les méthodologies à employer pour être en mesure de réaliser un diagnostic de l'ouvrage qui a subi l'incendie. On a aussi adopté une philosophie comme je viens de le dire, naturellement, parce que les moyens qui seraient mis à la disposition après Notre-Dame, forcément, ne seront pas ceux qui pourraient être pour un ouvrage de moindre envergure. Donc, c'est aussi de proposer donc une stratégie, des protocoles qui peuvent être on va dire relativement abordables, assez sommaires. Et l'idée, c'est aussi de corréler, on va dire, toutes ces techniques de caractérisation qui existent, que ce soit du non destructif qui est réalisable facilement sur site, ou au contraire, si le budget le permet et l'ampleur de l'ouvrage aussi le permet, c'est d'aller sur des techniques beaucoup plus poussées, avec potentiellement donc une attente, une exigence de précision ou de résultats pour une réhabilitation ou confortement, etc., qui sera plus important. Donc ça, c'est le chapitre 4, mais sur les prochaines minutes là, qui me restent, je vais faire un focus donc, davantage sur l'aspect réglementaire, parce que qui dit réglementaire dit obligation de respecter. Et jusqu'à il y a quelques années, donc avant le lancement de ce projet, et encore on va le voir à travers les textes normatifs de référence, donc texte normatif de référence qui est donc l'Eurocode 6, la partie 1.2. Donc
pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, donc c'est le texte normatif qui va permettre de dimensionner les ouvrages de maçonnerie. Donc naturellement, la pierre est visée par ce corpus technique, mais pas que. Vous allez retrouver tous les autres éléments de maçonnerie, les blocs béton, les tuiles, etc., etc. Si vous prenez donc ce document normatif et la partie 1.2 donc qui s'intéresse à la justification vis-à-vis de la sécurité incendie, ben le constat assez direct et flagrant, c'est qu'en l'absence totale de données scientifiques techniques pour la maçonnerie en pierre naturelle, c'est que vous n'avez rien et que vous allez retrouver donc quasiment sur les premières pages une petite note qui dit les éléments de maçonnerie en pierre naturelle ne sont pas visés, ben, tout simplement parce que il n'y avait aucun résultat à disposition et sans résultat, c'est difficile de pouvoir proposer quelque chose dans ce texte normatif. La conséquence, ben forcément, vous en doutez que vis-à-vis des autres éléments de maçonnerie, ben on part un petit peu avec un handicap parce que dès lors que vous allez vouloir partir sur un projet contemporain et que vous allez avoir un contrôleur technique qui va vous demander une justification et un classement de résistance au feu, ben ça implique d'aller voir les carriers mais qui vous diront que rien n'avait jamais été fait et du coup potentiellement d'aller toquer chez un laboratoire feu agréé, de réaliser des essais qui sont très très coûteux financièrement mais aussi en termes de logistique. Il faut imaginer que si ça vient en toute première phase de projet, ben ça peut mettre la place de la pierre de côté. Donc à l'échelle européenne, donc comment grosso modo ça fonctionne pour pouvoir justifier donc, du comportement au feu de la maçonnerie et en lien avec ben nous par rapport à notre projet, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de données. Sans rentrer dans les détails, donc vous avez la première option là, la numéro 1, qui va se reposer donc, sur l'existence de valeurs tabulées. Bon, on l'a vu pour la pierre naturelle, rien du tout, donc forcément c'était déjà hors jeu. Les deux autres méthodes 2 et 3, enfin, ça va être des méthodes de calcul plus ou moins avancées, plus ou moins complexes. Mais néanmoins, si vous voulez potentiellement utiliser ces méthodes de calcul, voire aller au-delà avec des méthodes numériques plus complexes, naturellement que vous allez avoir besoin de données matériaux qui sont fiables et qui sont relatives donc, à la maçonnerie en pierre calcaire vis-à-vis donc, de l'incendie, d'une élévation de température. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Qu'est-ce que vous retrouvez déjà dans le ROCODE 6 pour les autres éléments de maçonnerie? Ben, vous allez avoir besoin donc, de l'impact de la haute température sur l'évolution des propriétés mécaniques, sur les propriétés thermiques, d'avoir des profils de température, de savoir sur une paroi de 23, de 25, soumis à un incendie, comment le flux de chaleur, comment la température va traverser votre paroi, quel va être l'impact en termes de gradient thermique, d'affaiblissement mécanique de ces éléments-là. Et naturellement aussi, on va le voir en plus dans quelques instants sur la spécificité liée à la réglementation en France, un critère donc, de classement qui est dispensé par un labo feu spécialisé. Ben, ça tombe bien parce que toutes ces données, toutes ces propriétés qui sont essentielles, on a été en mesure de les obtenir à travers ce projet. Donc là, sans rentrer dans les détails, mais vous allez retrouver à gauche, donc ça c'est vraiment ça, c'est à l'échelle de la pierre, c'est la déformation thermique donc jusqu'à 1000 degrés. Concrètement, c'est comment votre pierre, votre matériau, de 20 degrés jusqu'à 1000 degrés va se comporter. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, donc il y a une première phase donc, de dilatation, puis après, passer les 800 degrés, une phase de contraction. Les trois autres graphiques, donc, vous allez avoir le module d'élasticité, la résistance en compression et la résistance en traction, qui sont des paramètres essentiels si vous êtes amené à faire du calcul incendie, n'importe quel matériau de construction. Et là, pareil, sans rentrer dans les détails, on a aussi pu récupérer et établir donc, l'évolution donc, des propriétés thermiques au cours d'une élévation de température. Là, pareil, je passe assez vite. Ça, c'est un exemple, on va dire, de profil de température sur les essais que je vais vous présenter à présent. Donc, à l'échelle nationale, donc, je vous ai dit, donc, retenez donc, Eurocode 6,
enfin vous le devinez par rapport à son nom, donc c'est document normatif à l'échelle européenne. Néanmoins, dans ces documents européens, donc, il peut y avoir des spécificités pour chaque pays et que l'on retrouve dans les annexes nationales. Dans l'annexe nationale française, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit concrètement tout ce que je viens de vous dire sur les méthodes de calcul potentiellement utilisables. On ne peut pas se reposer uniquement sur ça, mais on a besoin donc d'un procès verbal donc, édité par un laboratoire feu qui va statuer sur votre classement de résistance au feu, donc de votre ouvrage en fonction de la nature de la pierre, du type de montage et de tous les paramètres de votre projet. Donc c'est pour cela qu'on a réalisé donc, au cours de ce projet quelque chose d'assez grand. On a eu la chance donc, d'avoir le CSTB aussi en tant que partenaire de ce projet, et on a réalisé donc des essais de résistance au feu normalisés, et c'est le résultat de ce type d'essai qui vous permet d'avoir, on va dire, le papier officiel qui répond oui ou non à la réglementation incendie qui est applicable en France. Concrètement, comment ça fonctionne? Enfin, je vais sur les 2-3 prochaines diapos, je vais mettre un petit peu des photos qui seront plus parlantes, mais il faut imaginer donc un cadre. Là, il faut imaginer derrière une sorte de gros four où on va reproduire un chauffage conventionnel qui est appliqué sur tous les matériaux de construction. Et donc devant là, on va construire donc une maquette maçonnée en pierre calcaire de 3 mètres sur 3 qui va venir se poser sur le cadre. Et donc on va regarder donc, au cours du temps, jusqu'à 2 heures, comment le mur va se comporter, que ce soit durant le temps de chauffe, mais aussi par la suite. Donc quelques photos pour le calepin de type de mur qui avait pu être produit. Donc une photo pareil sur la première assise, sur la maquette 3 sur 3 totalement terminée à gauche, et après à droite là, pourquoi vous pouvez distinguer là des éléments colorés, là, bicolorés en blanc et en noir. C'est ce qu'on appelle un moustique. C'est juste en quelque chose, avec une bombe de couleur, on vient colorer tout le mur, et en fait ça va nous permettre avec des techniques scientifiques assez avancées, de la corrélation d'images. Là on ne le voit pas forcément sur l'image, mais de suivre comment le mur va se comporter au cours du chauffage en termes de champ de contrainte, de champ de déplacement, etc., etc. Dans le cadre de ce projet, on va dire, on a fait donc des essais de résistance au feu normalisés, mais on allait même au-delà avec un équipement, on va dire, beaucoup plus poussé, avec des caméras thermiques, pour vraiment, il y avait à la fin un scope purement pratico-pratique, réglementaire, quel classement conventionnel on a, mais c'est aussi de comprendre beaucoup plus finement comment le processus thermomécanique opère, et d'avancer sur la compréhension scientifique de ce sujet-là. Bon, ça je passe vite. La petite subtilité, c'est aussi on a la possibilité, pendant que le mur soit chauffé, donc je ne l'ai pas dit, c'est chauffé d'une seule face. L'autre côté, on reproduit ce qui pourrait se passer, donc c'est chauffage où il y a une seule face du mur qui va être exposée, de l'autre côté, c'est laissé à l'air ambiant. Et ces murs sont aussi chargés mécaniquement par des vérins. Alors la petite subtilité là, c'est que ça vient par en bas, mais comme ça on peut aussi reproduire en conditions quasi réelles, à la fois l'exposition à de la haute température qui reproduit le feu, mais aussi un chargement mécanique, parce que naturellement, si vous êtes sur de la maçonnerie massive porteuse, votre mur va être plus ou moins chargé. Donc là, quelques résultats là, un petit peu, assez intéressants, du moins visuellement, avec, on voit peut-être pas très bien là, mais les 4 éléments là, c'est à 15, 30 et 15, 30, 60, 120 minutes. On a reproduit sur la maquette, là c'est un seul essai, comment un petit peu la fissuration pouvait s'initier, opérer et se développer. On avait aussi des caméras thermiques sur les éléments là, en rose-violet. Donc pour voir sur la face, on pouvait suivre à la fois à l'intérieur du four ce que ça donnait, mais aussi sur la face non chauffée, et quelles étaient les températures maximales atteintes sur la face non chauffée. Ou typiquement à droite aussi vous avez un exemple de ce qu'on peut reproduire en post-traitement en termes de champ de fissuration, de champ de déplacement, de champ de contrainte de votre mur, et de comprendre un petit peu plus finement comment le mur va se comporter. Est-ce qu'il va se courber? Est-ce que ça va être assez centré? Quelles sont l'influence des conditions limites, du type de chargement sur le schéma de ce genre de champ?
Donc, comme je vous ai dit, ok, donc c'est très bien, on fait des essais de résistance au feu dans un laboratoire spécialisé. Concrètement, comment on va interpréter tout ça? Alors, c'est assez factuel. Il y a trois critères qui sont établis et que vous allez retrouver souvent. Vous allez entendre parler de REI, de EI, de I. Le R, donc c'est la capacité portante. Ça va caractériser donc l'aptitude à maintenir, on va dire, sa fonction première structurale. Est-ce que, grosso modo, est-ce que oui ou non, le mur est en capacité d'assurer cette fonction-là ou il va s'écrouler au bout de X minutes? Le deuxième critère, donc, c'est l'étanchéité aux flammes. Et le troisième critère, donc, c'est l'isolation thermique avec des critères donc, de non-dépassement de température maximale sur la face non exposée. Et donc, soit vous validez en fait un des critères ou potentiellement les trois critères. Et naturellement, si vous validez les trois critères, vous êtes, c'est top. Comme ça, vous aurez pas de souci en termes de justification et vous aurez potentiellement un domaine d'application validé beaucoup plus large. Et vous allez tout le temps retrouver après ce EI ou ce REI en fait un temps 30, 60, 120, potentiellement 180, qui correspond donc à la durée où ces critères sont validés. Et comment les mettre en lien avec la réglementation incendie? En fait, en fonction donc, du type de bâtiment que vous allez réaliser, de son usage, etc. Donc il va y avoir donc, des exigences réglementaires visées par des arrêtés qui sont différents et qui vont vous dire, dans tel cas, pour ton bâtiment qui aura tel usage qui va accueillir oui ou non du public, on va vous imposer d'avoir un classement de résistance au feu qui est REI 30, 60, etc., etc. Et donc nous concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Donc je vous ai dit, on avait eu la chance de pouvoir réaliser 6 essais. Les 6 essais, comment on a fait? Donc on a choisi 3 pierres calcaires. L'idée, ça a été de se dire, on va essayer de toucher aux 3 classes de résistance mécanique. Donc on a choisi donc une pierre, on va dire représentante des pierres calcaires tendres. La même chose pour une pierre ferme et pour une pierre dure. Donc 6 essais, 3 pierres. On a dupliqué à chaque fois 2 fois l'essai en s'intéressant aussi sur le chargement mécanique. Donc il y avait à la fois à chaque fois un essai où le chargement était minime et un chargement aussi. Donc là il y a écrit 50% de la charge admissible selon le ROCODE 6. En fait c'est 50% du FK. Donc en termes de FD, de valeur de design final, on se rapproche quasi à 100%. Ok, donc bon, ça je reviens pas, on l'a balayé, on est sur des porosités très, très étendues, pareil de résistance en mécanique ou de propriété thermique. Le montage s'est fait conformément au DTU, les formulations, les dosages, etc. On est totalement conforme au DTU. Et qu'est-ce qu'on a eu en termes de résultats pour l'ensemble des 6 essais? Donc, peu importe le type de pierre qui a été testé, à chaque fois, un classement donc, qui est très bon, qui est un REI 120. Voilà. Et donc, à l'issue, quand on a fini tout ça, donc on est arrivé quasiment plus ou moins au bout du projet. Et là, on est encore sur une phase de travail qui devrait bientôt voir le jour pour permettre d'aller totalement au bout. Et nous, on estimerait où on est totalement satisfait pour service rendu pour la profession. C'est toujours auprès de CSTB. Donc, on travaille à l'édition d'une appréciation de laboratoire. Ça, gardez en tête, c'est le document réglementaire. Donc, non pas de rester en l'état avec ce qui a été fait sur les 3 types de pierres, mais c'est de créer de produire une appel qu'on appelle générique, où donc ces résultats REI 120 seraient étendus à un domaine d'application le plus vaste. Alors là, en ce moment, ça reste encore à définir et en discussion avec le CSTB, mais l'idée, le Graal optimal, c'est d'arriver avec une réponse réglementaire qui dit que la pierre calcaire qui répondrait à telle propriété serait classée REI 120 avec un chargement mécanique associé en fonction des 3 catégories de résistance mécanique. Pour terminer, de toute façon, je pense que vous avez cerné le sujet, mais à l'issue de ces 4 années d'études, ça nous a permis déjà de constituer une très très large base de données techniques scientifiques sur un sujet qui avait quasiment jamais été exploré.
Donc déjà, il y a un gros travail technico-scientifique qui a été réalisé et ça, c'est déjà une très belle étape. Sur la partie, on va dire, diagnostic post-incendie, enfin, j'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous allez sur le site du CTMNC et vous pourrez récupérer en téléchargement libre et gratuit ce document. Comme j'ai dit, vous allez avoir, on va dire, on va vous guider en fonction de votre budget sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour réaliser un diagnostic post-incendie d'un ouvrage calcaire qui aurait subi un incendie. Le troisième point, ben, on l'a vu, c'est en lien forcément avec le premier point, cette base de données très 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 riche sur les données, sur la propriété matériaux vis-à-vis du feu. C'est potentiellement des éléments qu'on va pousser pour les faire intégrer à l'Eurocode 6 et que sur cette partie feu, la pierre se retrouve, on va dire, au même niveau que les autres éléments de maçonnerie. Et le dernier point, donc, qui est toujours en cours, mais on espère avec une issue positive et favorable, ben, c'est la production et la mise à disposition pour toute la filière, donc pour bureaux d'études, architectes, carrières, etc., d'avoir un document officiel réglementaire et qui prouve que la pierre calcaire, que la maçonnerie en pierre calcaire répond bien donc aux exigences de la sécurité incendie, de la réglementation incendie qui est applicable en France. Voilà, ben je vous remercie, vous avez mes contacts là, et de toute façon, ben c'est comme Mélanie, je peux rester un petit peu si vous voulez pour échanger avec vous, ou sinon de toute façon je serai toute l'après-midi aussi au stand du CTMNC sur le pavillon juste derrière. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Attends, excusez-moi. Et est-ce que vous pouvez me dire le REI du béton pour avoir un ordre de comparaison, par exemple ? Bonne question. Ça, je ne saurais pas vous répondre. Bon, après, j'imagine. Je sais pas, peut-être quelqu'un pourrait vous répondre, mais non, je sais pas, j'ai eu l'impression. On peut aller un peu au-delà encore avec le béton à la même épaisseur. Ouais. On peut aller jusqu'à 240 avec ce genre de. Un parpaing enduit de face, ça peut être coupe 6 heures. J'avais une question sur. Est-ce que vous avez rebouclé les tests avec des simulations numériques ? Ouais. Là, j'en parle pas, mais il y avait aussi une grosse phase. Je ne l'ai pas dit à travers ce projet. Il y a eu deux personnes qui ont réalisé leur thèse de doctorat. Il y avait une partie qui était davantage centrée sur la campagne expérimentale, sur l'expérimental. Et il y avait une seconde personne aussi qui a aussi beaucoup travaillé sur la modélisation numérique, que ce soit sur être capable de reproduire assez finement ce qui va se passer lors de l'incendie, mais aussi de potentiellement aussi estimer à l'issue de l'incendie, à l'issue de tel ou tel scénario, quel est l'état structural, même si c'est assez large, mais dans quel état structural, quel est le niveau d'altération, est-ce que oui ou non l'ouvrage est potentiellement en mauvaise posture ou au contraire l'incendie a provoqué, on va dire, une altération de simplement quelques centimètres. Et au vu de l'épaisseur plus importante, on est assez confiant et ça sera plus du petit travaux on va dire de confortement, quoi. Et deuxième question, si on revient sur les graphiques que vous avez montrés au début, est-ce que vous pouvez donner un début d'explication jusqu'à 200-250 degrés, en fait, ça s'améliore, j'ai l'impression. Voilà, ça. Ouais, alors. On peut le retrouver sur certaines pierres, mais grosso modo, si on va avoir quelque chose de plus généralisable sur les calcaires, il faut avoir en tête donc de 20 degrés jusqu'à une élévation jusqu'à 400 degrés, ça reste relativement stable. Il peut y avoir une diminution, on va dire, qui ne dépassera rarement les 20-25%. On peut aussi, selon la nature de pierre, selon sa compacité, sa taille de grain, etc., on est capable d'expliquer potentiellement des gains, ça reste léger, de performance mécanique. Il faut imaginer, on va dire, une sorte de rigidification du matériau, parce qu'on va venir, les grains vont se dilater, rigidifier la matière sans créer un niveau de fissuration qui vient endommager le matériau, mais passer après les 400 degrés, généralement on va avoir une diminution plus significative et progressive jusqu'à 800 degrés. Au palier 600, ça peut s'expliquer aussi sur les pierres calcaires qui vont contenir des minéraux accessoires, notamment le quartz, vont être plus sensibles.
parce que thermochimiquement, au quartz, aux abords des 600 degrés, il se passe quelque chose qui va venir perturber de façon plus prononcée les calcaires qui en disposeraient. Et après, au-delà donc des 800 et des 1000 degrés, le carbonate de calcium se décompose. Et donc là, par contre, c'est généralisable à tous. Il y a une perte de matière et il y a une fragilisation donc du calcaire. Après, ça, c'est vraiment à l'échelle. Ça, c'est des propriétés, ça, c'est à l'échelle locale ou sur des petits échantillons où toute la matière a été soumise à ces niveaux de température. C'est vraiment pour établir, on va dire, des lois de comportement matériaux. Mais après, si on se place dans un contexte, on va dire, plus structurel, il ne faut pas oublier que sur un mur qui fait 25, 30, etc., à 2 heures, en réalité, si on identifie, on va dire, le 400, le 500 ou le 600 degrés comme une valeur, on va dire, seuil critique, en réalité, on regarde sur ces 30 cm, il y a très 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 peu d'épaisseur qui va être à ce niveau de température-là. Et généralement, on va se retrouver sur les essais là, après 2 heures de chauffage. Donc c'était sur des épaisseurs de 20 pour pouvoir après étendre les résultats sur des épaisseurs plus importantes. Mais en réalité, sur les 20 cm, il y avait potentiellement les 5 cm, soit à peine 25% d'épaisseur du mur qui avait été soumis à une température potentiellement où il faut se poser des questions, mais les 15 autres, en réalité, certes, il y aura une perte mécanique, mais qui sera moindre. Généralement, ça permet quand même d'assurer la capacité portante de l'ouvrage. Merci. Oui, vous avez fait les essais donc vous avez eu 6 essais. Et il y avait les 3 mortiers aussi à tester. Est-ce que vous avez pu croiser 3 quoi? Mortiers, les ciments, les liants. Ah, les liants, ouais. J'ai plus en tête, mais oui, on a fait, c'est ce que je disais, à chaque fois on s'est attardé pour à la fois répondre on va dire aux exigences réglementaires de la construction contemporaine. Donc on a des formulations avec des dosages qui sont parfaitement conformes DTU et où les performances mécaniques de ce mortier sont compatibles à celles de la pierre qui avait été mise en œuvre. Et on s'est aussi intéressé sur des formulations, on va dire, plus anciennes que l'on retrouve sur du potentiellement Notre-Dame ou sur des ouvrages beaucoup plus anciens, quoi. Mais par contre, sur les essais de résistance mécanique, forcément, il y avait un choix à faire et on s'est positionné davantage sur des formulations dites contemporaines parce qu'il y avait quand même un enjeu de répondre à des exigences de sécurité incendie qui vont davantage qui vont viser la construction neuve, alors que le bâti ancien, c'est plus, ce que j'ai dit mais que je ne présente pas aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer, on va dire, une réflexion d'intervention sur cet ouvrage et d'être quand même capable de dire dans quel état est l'ouvrage, quoi. Et est-ce qu'il y a eu aussi des essais avec les problèmes d'extinction, avec le coût d'arrosage des pompiers, quoi? Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire. Au final, on n'a pas pu. Alors, on a réalisé ça sur des petites maquettes dans un atelier chez Rocamat. Ça nous a donné un petit peu. Ça nous a conforté dans ce qui était attendu et ce qu'on avait en tête, et notamment le retour d'expérience des pompiers sur eux, qu'est-ce qu'ils constatent. On aurait souhaité le faire aussi sur les maquettes là, au CSTB de 3 mètres sur 3. Mais ça a été compliqué à en mettre en œuvre d'un point de vue sécurité. On est sur un labo avec des règles strictes, etc. Et ça a été compliqué de venir, alors je ne sais pas, peut-être avec la lance, mais d'avoir un système pour asperger, etc. C'était compliqué. Mais on a quand même fait des petits essais là, sur des petites maquettes de mètres carrés, de demi-mètres carrés. Parce que oui, forcément que, évidemment, les pompiers... Pour éteindre un feu vont projeter de l'eau, mais on le sait, oui, que l'eau, ça va créer un choc thermique très fort. Ça peut précipiter, on va dire, la fragilisation, la fissuration sur cette face-là. Puis même derrière, mine de rien, typiquement Notre-Dame, où les pompiers sont intervenus, je crois, pendant 12 heures ou 14, forcément, à la fin, vous vous retrouvez avec une maçonnerie à la fois qui a subi un incendie important, avec une partie de l'épaisseur
qui on peut quasi considérer comme sacrifiées ou du moins sacrificielles après coup, mais avec une maçonnerie aussi qui est gorgée d'eau, enfin qui est à minima déjà fragilisée avec des performances mécaniques moindres, mais aussi avec un degré de saturation plus ou moins important. Et forcément, tout ça va accentuer encore le côté dégradant et la stabilité post-incendie. Ouais. Mais oui, l'impact de l'eau sur de la maçonnerie chauffée, c'est un vaste sujet aussi qui mériterait de poursuivre, mais là, on n'a pas pu forcément faire tout ce qu'on avait en tête ou qu'on aurait souhaité, quoi. Ok, merci.